3 plus 3. 3 faux amis, contexte vacances et professionnel pour ne plus créer de contresens. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Si vous m'écoutez au moment où sort ce nouveau cours, on est entre fin août, mi-septembre, à la fois encore un peu en vacances pour ceux qui le sont et bientôt de retour au travail. Donc l'étude de ces faux amis tombe à pic. Commençons par ceux relatifs aux vacances. Vacances, mais ils peuvent aussi se retrouver dans le domaine professionnel. The first one, location. Même orthographe. Exactly the same. Même orthographe en français et en anglais. Location, location. Mais pas du tout la même signification. Location, in English, it means a place, ok? This is a synonym of place. Donc, location, ça signifie un endroit, un lieu. Alors que location, une location, en anglais, ça va se dire a rental, qui vient du verbe to rent, qui signifie louer. Donc, ne faites plus la confusion. The second one. Le deuxième, lui aussi, est très piégeur. Il s'écrit comme réservation. Reservation. Et oui, il existe aussi en anglais, mais pas du tout la même signification. Enfin, lui, c'est un faux ami à moitié, un faux ami partiel, on va dire. Because a reservation, oui, comme en français, ça pourra signifier une réservation, a booking, ok? When you book something, when you book a room, for example, in a hotel. Donc oui, il va pouvoir dire réservation également, mais pas seulement. Et là se trouve le faux ami. A reservation in English peut aussi signifier une réserve naturelle. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, vous savez. And the last one, souvenir. A souvenir. Et je vois souvent cette erreur. Souvenir, in English, it means an object that you buy to remember the place you visited. Ok, donc un souvenir, c'est un souvenir, hein, des petits objets souvenirs qu'on achète pour se souvenir de l'endroit qu'on a visité. Mais pour dire un souvenir, en anglais, ça se dira a memory. A memory. Eh oui. Maintenant, passons au vocabulaire professionnel. Les 3 mots que j'ai sélectionnés pour vous sont d'une part a résumé. A résumé. Et oui, ça s'écrit comme résumé, hein, un résumé. Sauf que a résumé in English, c'est un CV en fait, un curriculum vitae. Eh oui. Si vous voulez dire un résumé d'un livre par exemple que vous avez lu, ça va être a summary. Et le verbe résumer, si vous voulez résumer un livre, ça va être to summarize. Don't be mistaken, ne vous trompez plus. The second one, to charge. Charge, il s'écrit vraiment exactement pareil lui aussi. Charge, ok, mais pas la même signification. To charge. In English, when you charge someone, when you charge a provider, for example, when you charge un fournisseur, par exemple, to charge, c'est faire payer, c'est facturer, faire payer. Alors que charger, en français, charger, ça va être to load. Quand on chargeait un camion, par exemple, puisqu'on parlait de fournisseur, charger un camion, ça va être to load. Ok? Pas du tout la même chose. And the last one, qui porte vraiment à confusion lui aussi, et pour lequel je vois beaucoup d'erreurs, c'est a delay. Delay. Délai, c'est vraiment quasiment la même prononciation en anglais et en français. Sauf que a delay, c'est un retard. Ok? Pensez à l'aéroport. Delayed, avion retardé. A delay, c'est un retard. Mais si vous voulez parler d'un délai, un temps imparti, en anglais, ça se dira a time frame. Justement, j'ai fait le geste sans le vouloir. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, un cadre, un délai, le temps imparti, ça se dit a time frame. A frame, c'est un cadre. Donc, en toute logique, a time frame, un délai. Alors, est-ce que vous les connaissiez tous? Ça en fait des faux amis, hein? Maintenant, vous êtes armés. Dites-moi en commentaire, dites-moi ceux que vous connaissiez, ceux que vous ne connaissiez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire des phrases d'exemple pour pratiquer et les retenir. Et vous savez que je suis là pour vous corriger. And of course, don't forget to subscribe, to like and to share to help more and more people. And see you soon. Bye bye.